Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire qui marque le début de cette édition 2024 de Think Éducation Recherche. Je suis Camille Vendier, donc je suis journaliste au sein de la rédaction de Newstank et c'est moi qui animerai cette séquence dédiée à la recherche en management et ses nouveaux challenges qui a été imaginée donc avec l'ESCA. Au-delà de la publication dans les meilleures revues académiques et puis de la notion d'impact, il y a aussi l'enjeu pour les chercheurs des écoles de management françaises, celui de rendre leurs travaux accessibles aux étudiants, au grand public, mais aussi d'être au plus près des réalités des entreprises. Et pour évoquer ce sujet avec nous ce matin, donc Marie Leborn-Larivière, qui est responsable de la valorisation de la recherche de l'ESCA, Déiane Glavas, qui est directeur de l'Institut AI for Sustainability de l'école, et Mathieu Joubrel, qui est CTO de la start-up Valueco. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous ce matin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions en direct donc dans l'onglet questions. Et ma collègue Marine Dessau, qui est responsable éditoriale de Campus Matin, le site ouvert de Newstank, va les relayer au cours du webinaire. Voilà. Je vous propose de démarrer tout de suite avec Marie pour faire mieux connaître les travaux de ces chercheurs. Justement, l'ESCA a notamment créé un poste de la valorisation de la recherche que vous occupez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus brièvement en quoi consiste votre travail et en quoi la création de cette fonction s'est imposée à l'ESCA? Bonjour et merci de cette opportunité de faire parler de la valorisation et de l'impact. Alors, c'est vrai que ces postes de valorisation sont dans les écoles de management en France assez récents. Ils ne sont pas encore peut-être présents partout d'ailleurs. Disons que ce travail, c'est quelque part un trait d'union entre les résultats des travaux de recherche des chercheurs et la société civile. Alors, ça peut être les entreprises, les institutions publiques, les associations professionnelles, mais aussi plus largement le grand public. Et ce travail consiste à promouvoir, à rendre visibles des résultats de la recherche qui peuvent paraître au premier abord un peu abrupts, un peu peut-être difficiles à comprendre pour les différents publics externes à la recherche. Et donc, mon travail, c'est de un peu décrypter ce contenu de la recherche, de le rendre accessible sous des formes variées. Donc, ça peut être des articles de presse, des podcasts, des enregistrements vidéo, voilà, des formes variées, des événements également de vulgarisation scientifique, voilà, pour permettre à nos publics d'accéder à cette recherche. Et pourquoi cette fonction s'est imposée? Alors, c'est finalement une réponse à la montée en puissance de la faculté de l'ESCA en termes de volume et aussi en termes de mission de la recherche, puisque le métier des chercheurs a finalement un petit peu évolué ces dernières années, avec de plus en plus une nécessité de rendre visibles leurs travaux, d'avoir un impact auprès de la société civile. Et donc, c'est finalement une fonction qui s'est naturellement inscrite dans le fonctionnement de l'ESCA. Elle est récente, en effet, c'est à peu près, ça fait moins de 2 ans, mais finalement, elle répond à une exigence de l'évolution des métiers. Alors justement, cette fonction est récente, mais les liens entreprises et écoles, eux, sont bien présents depuis de nombreuses années. Sous quelle forme, finalement, ces relations se sont un petit peu tissées? Quelle forme ça a pris? Alors, il y a pu y avoir des formes assez variées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les liens entre les écoles de management et les entreprises, finalement, sont historiques. Ça fait partie de l'ADN des écoles de management françaises, puisque la plupart de ces écoles ont été créées à l'initiative d'entreprises régionales, le plus souvent. Et cette impulsion, eh bien, elle est encore présente aujourd'hui. Et ces liens, ils sont des liens qui existent depuis longtemps et qui sont aussi alimentés par nos diplômés. Les alumni font partie d'entreprises. Il y a un lien qui est toujours présent. Donc, c'est finalement un aller-retour incessant
entre les écoles de management et les entreprises. Et ces liens, après, ils ont pu aussi évoluer dans des aspects plus de recherche. Donc, on peut avoir évidemment par exemple des chaires ou des liens entre les écoles et des entreprises via des doctorants avec les contrats de CIFRE par exemple. Il peut y avoir également les dispositifs de crédit impôt recherche. Il y a tout un tas finalement d'opportunités. Ça peut être aussi des partenariats très simples, bilatéraux entre une entreprise et des chercheurs d'école. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui sont disponibles pour faire le lien entre la recherche et les entreprises. Très bien. Alors malgré ces dispositifs, la recherche en management est parfois jugée hors sol. Est-ce que c'est toujours le cas? Peut-être Mathieu pour cette question, votre avis? Merci, bonjour tout le monde. En effet, c'est vrai que la recherche en management, c'est pas forcément celle qui a les applications les plus directes quand on cherche effectivement en sciences physiques où on a vraiment une expérience, quelque chose de concret, on voit un petit peu où on va, alors que en management, il peut y avoir beaucoup plus de recherche et d'efforts qui sont faits sur des cadres théoriques beaucoup plus abstraits. Excusez-moi. Mais je pense que c'est quand même l'un des avantages de s'associer entre université, école et entreprise, puisque nous, en tant qu'entreprise, pour le coup, on fait de la recherche avec des universités et des organismes de recherche. C'est vrai que nous, dès la conception du sujet, on a envie de savoir aussi où on va. Il y a quand même aussi une dynamique d'avoir une application à la recherche. Donc, en management, ça peut être des conclusions, des cadres d'études, des algorithmes, puisqu'on va aussi de plus en plus sur des sujets de data science, qui font qu'en fait, on a quand même une définition et un cadrage du projet qui pousse à avoir une dimension pratique et à pas faire de la recherche en effet hors sol qui va être purement théorique ou qui va pas trouver un cadre d'application direct. Donc évidemment, il y a toute une dimension de essayer de valoriser ces données pour comprendre où on va, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de la recherche théorique. Nous, en tant qu'entreprise à mission, parfois on va s'engager dans des projets de recherche parce qu'on a envie de faire avancer l'état de l'art, la compréhension. Mais la plupart du temps, si on veut vraiment mettre des ressources, partager des données, passer du temps, c'est parce qu'il y a derrière un plan de se dire si on a des résultats, derrière, qu'est-ce qu'on en fait, comment on va la valoriser, comment on va l'apporter au marché, aux praticiens. Et c'est cette contrainte presque économique qui vient derrière porter la recherche à des applications plus pratiques. Donc je dirais, effectivement, pour répondre à la question, pas forcément que la recherche en management est tout à fait exempte d'être hors sol, mais je pense que le fait de se lier à des entreprises rajoute quand même cette dimension d'avoir une application un petit peu concrète. Ça peut être fait aussi avec des instituts de recherche. Après, Diane pourra sans doute reprendre avec l'Institut AI for Sustainability, où il y a quand même le côté AI, données, où derrière on a envie d'avoir de l'application, des algorithmes et des conclusions un petit peu sur comment ils sont adoptés dans le vrai monde. Mais en tout cas, cette dimension de recherche en entreprise fait qu'on va beaucoup s'abstraire des cadres théoriques qui n'ont pas de vraie application pratique. Diane, peut-être justement, puisque la parole vous a été confiée. Oui, alors après nous la question, moi je peux répondre du côté plutôt de l'enseignement supérieur. Donc quels sont les leviers que l'on peut utiliser pour en fait rapprocher la recherche du monde de l'entreprise? Alors moi je vois vraiment trois grandes familles on va dire d'incitation. La première passe par notamment la création ou en tout cas le renforcement d'équipes comme celle de Marie, qui permet vraiment d'accompagner les chercheurs vers justement ce contact, pas simplement avec les entreprises, mais également aussi avec la société civile de manière plus large. Alors ce que je dois préciser, ce qui vraiment permet cette transmission, c'est aussi le fait que dans le cas de Marie, elle est aussi enseignante et chercheuse
au départ, avant d'être responsable de la valorisation. Donc elle comprend très bien les contraintes des enseignants-chercheurs, des enseignantes-chercheuses. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point passe par notamment des incitations. Donc inciter les professeurs à travailler davantage avec le monde de l'entreprise par des incitations soit économiques, soit organisationnelles. Puis le troisième élément, c'est effectivement les instituts. Alors les instituts, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils permettent la transdisciplinarité. Donc on peut avoir parce un des gros sujets, c'est que les chercheurs sont cloisonnés. Là, ça permet un décloisonnement vraiment de la recherche. Donc on n'est pas simplement en train de travailler dans notre couloir, on travaille avec des chercheurs d'autres disciplines. Et l'Institut permet aussi d'impliquer les entreprises directement à l'initiation des projets de recherche. Parce que c'est vraiment ça, un des sujets importants, c'est que le rapport qu'il y avait entre les enseignants et les enseignants-chercheurs et les entreprises jusque-là était un rapport plutôt de conseil. C'est-à-dire, on va aller chercher une expertise pour répondre à une problématique précise. L'entreprise n'est habituellement pas à l'initiation des projets de recherche. Et c'est vraiment ça que nous, on développe dans l'Institut AI for Sustainability. Et je pense que c'est une voie importante, intéressante de collaboration. C'est vraiment dès l'initiation, dès la création des questions de recherche. Voilà pour ce qui est du côté, on va dire, plutôt institutionnel, la vision de ce lien. D'accord. Et est-ce que le rapprochement aussi entre école, entreprise, recherche, entreprise, rime aussi avec plus d'ouverture de la part des entreprises concernant leurs données? C'est notamment ce sur quoi vous travaillez, notamment Mathieu, avec Valueco, que vous pouvez peut-être présenter aussi davantage pour bien comprendre justement ce lien, Mathieu. Alors nous, en effet, pour donner un petit peu plus de détails, nous on développe un logiciel qui permet à des investisseurs professionnels, donc des banques, des fonds d'investissement, des assurances, de mieux prendre en compte les performances environnementales et sociales des entreprises dans leurs décisions d'investissement. Et la manière dont on s'y prend, c'est qu'on a créé un logiciel qu'on va placer dans les banques, chez les gestionnaires d'actifs, pour aller collecter les avis internes que eux ont justement de ces performances environnementales, sociales et sur la gouvernance des entreprises. Donc, ce ne sont pas des données publiques, pas des données directement sur les entreprises, pas même des données d'agences de notation. Ce sont vraiment les avis des investisseurs qui vont collecter, agréger en interne et qui d'habitude ne sortent pas de leur périmètre. Donc, on crée une base de données en fait de l'avis des investisseurs, en gros, sur toutes les entreprises qui le regardent, pour avoir des visions de marché consolidées et un petit peu à la manière des données financières où on a toutes les offres et les demandes sur le marché qui permettent de déduire la valeur d'une entreprise, parce que d'un point de vue financier, tout est connu et on connaît les avis de chacun. Nous, on essaie d'agréger tous les signaux ESG pour savoir en fait comment la vision du marché évolue sur les performances environnementales et sociales d'une entreprise. Ce qu'on va derrière valoriser auprès des investisseurs, auprès des entreprises elles-mêmes qui vont pouvoir savoir un petit peu plus comment se comporter par rapport au marché. Et on essaie de redistribuer un petit peu à tout l'écosystème. Et donc, il y a deux dimensions qui sont importantes par rapport à ça. C'est déjà que nous, ces données qui sont plutôt rares, et donc ce dataset qui n'existait pas avant, qu'on est en train de créer, on a envie de le valoriser pour vraiment faire avancer les choses au sens assez large, c'est-à-dire l'état de l'art académique, le niveau de prise de conscience des entreprises et des investisseurs. Donc c'est pour ça qu'on va le distribuer au maximum. Ça fait partie des missions, des raisons d'être qu'on s'est données. Donc cette donnée-là, elle reste en interne chez chacun des investisseurs. Elle n'a pas énormément de valeur puisque c'est juste quelque part un langage interne. Donc nous, on va la faire circuler pour vraiment lui donner de la valeur et la possibilité d'avoir un impact positif. Et deuxièmement, comme une fois de plus, ce set de données, il est assez nouveau. Il y a plein de choses qu'on peut découvrir, plein de recherches, plein de questions qu'on se pose et pour lesquelles on n'a pas encore de réponse. Donc on a un assez fort besoin de recherche
on a une volonté d'entrée de partager cette donnée. Donc évidemment, on a un certain nombre de contraintes vis-à-vis de la propriété intellectuelle, puisqu'on va quand même collecter des scores externes qui, à l'origine, ne nous appartiennent pas. On a aussi une certaine contrainte en tant qu'entreprise. Derrière, il faut qu'on valorise cette donnée, parce que sinon, on ne va pas survivre pour pouvoir continuer le mouvement. Donc, on ne peut pas juste la distribuer et la mettre totalement en open source, mais on essaie de la partager, notamment avec des instituts de recherche où on peut assez facilement trouver des configurations où nous, on va pouvoir partager de la donnée qui a une certaine valeur. Des chercheurs et des chercheuses vont pouvoir passer du temps dessus et chacun pourra gagner, nous, d'avoir une meilleure connaissance de nos propres données, finalement, puisqu'on n'arrête pas d'avancer dessus. Et ces chercheurs et ces chercheuses qui, eux, vont avoir des données intéressantes pour derrière, potentiellement, aboutir à une publication qui va être, on l'espère, comme je disais précédemment, assortie d'une dimension assez pratique pour que nous, on puisse derrière pas seulement avoir plus d'informations sur le cadre théorique des données, mais vraiment mieux savoir comment parler, comment les interpréter, ce qu'elles veulent dire, ce qu'on peut en faire. Et je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus commun. Donc évidemment, il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont des grands enjeux plus légaux, de propriété intellectuelle. Nous, on est encore une petite start-up, donc on est assez flexible par rapport à ça. Mais on voit qu'il y a pas mal de sujets. Donc, par exemple, pour reprendre le même, l'intelligence artificielle en ce moment, qui a quand même un gros enjeu d'avoir des sets de données qui sont très importants, très bien étiquetés et de bonne qualité. Il y a des entreprises qui se lancent dans des initiatives d'open source, d'open data, qui derrière peuvent tout à fait rivaliser avec des grosses entreprises qui, elles, sont beaucoup plus cloisonnées, mais doivent mettre plus de ressources pour se débrouiller toutes seules avec les données qu'elles ont. Donc je pense que c'est quelque chose en effet qui est de plus en plus commun, et du point de vue d'une petite entreprise, ça a tout à fait du sens, notamment en France où quand on commence à partager des données et à travailler avec des institutions académiques qui sont vraiment axées recherche, la possibilité de recruter en thèse CIFRE, de récupérer derrière du crédit impôt recherche. On a quand même tout cet écosystème qui nous pousse à le faire et à partager, parce que comme ça, avec des experts et des expertes qui ont quand même de l'expérience en recherche, une rigueur très importante, du recul sur le marché, qui peuvent vraiment nous aider à enrichir nos données. On n'est pas une grande entreprise qui est capable d'avoir justement déjà des personnes qui ont ce recul-là. Ça a totalement du sens de notre point de vue de partager ça pour pouvoir avancer mieux, plus vite. Et derrière, c'est aussi gratifiant de se dire qu'on aide à faire avancer l'écosystème et l'état de l'art, je dirais, à notre niveau, mais comment on fait ce qu'on peut pour partager. Vous citiez l'intelligence artificielle, les enjeux de transition qui sont alors nouveaux entre guillemets, mais donc vous parlez d'état de l'art aussi. Est-ce que l'émergence de ces nouveaux objets de recherche, je mets des guillemets encore pour le nouveau, mais est-ce que ça pousse davantage à jouer en équipe? Est-ce que c'est aussi pour ça que l'ESCA a réorganisé un petit peu sa recherche avec ses instituts? Peut-être Marie, puis Deyane ou comme vous voulez pour sur cette question-là. Oui, totalement. Oui, sur les instituts, alors vous avez totalement raison. En fait, ces deux sujets d'IA et de transition là sont des sujets qui traversent la société et finalement la façon dont on a organisé à l'ESCA la recherche autour de ces sujets, elle est aussi transversale puisque, comme le soulignait Deyane tout à l'heure, ce sont des instituts pluridisciplinaires avec des membres de l'institut qui sont issus de disciplines variées et effectivement ça pousse à jouer en équipe dans la mesure où cela concerne tout le monde finalement, toutes les disciplines d'origine et ça pousse aussi à aller au-delà des murs de l'école et à aller chercher à l'extérieur des expertises qui vont venir enrichir les travaux. Alors Deyane va pouvoir peut-être en parler un peu plus pour son institut. Juste signaler peut-être qu'on a sur ce thème de la transition deux autres instituts qui sont très engagés à l'ESCA, qui sont l'Institut Transport et des Mobilités Durables et puis l'Institut de la Mode Éthique et de la Consommation Écologique. Là, on voit bien qu'il s'agit de deux sujets majeurs, le transport d'une part et puis la mode éthique et la consommation écologique d'autre part, puisqu'ils ont
un poids important, on va dire, en termes d'impact environnemental, enfin en tout cas ces deux secteurs d'activité. Donc ces instituts, ainsi que l'Institut de Dayan sur AI for Sustainability, sont tous dirigés et de façon collective et encore une fois avec des forces et des expertises très variées pour aider les entreprises à trouver des solutions à des problématiques qui sont très concrètes. Alors, peut-être une dernière chose à rajouter qui est importante avant de laisser la parole à Diane, c'est que les chercheurs bénéficient de quelque chose qui est très intéressant pour les entreprises, qui est à la fois une somme de connaissances accumulées au cours de leur carrière qui fait qu'à un moment donné, ils ont vraiment une expertise, je dirais, unique dans leur champ disciplinaire ou dans leur sujet de recherche. Et puis, l'autre point très important également, c'est que ces chercheurs bénéficient d'un environnement de travail qui leur donne du temps. Alors, s'ils m'écoutent, ils vont dire non, on n'a pas de temps, parce qu'ils sont toujours effectivement avec une masse de travail conséquente, très conséquente. Mais en réalité, c'est vrai qu'il y a un environnement qui leur permet de prendre le temps de la réflexion sur des sujets complexes. Ce pourquoi les entreprises ont peut-être pas toujours le temps. Et donc, c'est cette complémentarité, on va dire, entre les chercheurs et les entreprises qui est intéressante à mon sens. Et je rejoins en cela évidemment ce que disait Mathieu tout à l'heure. Alors Diane pourra peut-être ajouter des choses. Non, mais enfin c'est très bien. Enfin, ça résume effectivement très bien la nécessité effectivement de travailler en équipe. Ce qu'on appelle travailler en équipe, c'est à la fois en équipe entre chercheuses et chercheurs de disciplines différentes. Et là, c'est véritablement sur ces thématiques comme l'intelligence artificielle, les thématiques de durabilité. Par essence, ce sont des thématiques multidisciplinaires. Donc, la seule, en réalité, manière d'aborder le sujet de manière, on va dire, efficace est d'avoir des équipes multidisciplinaires. Alors, on peut parler d'un cas très connu qui est le GIEC. Le GIEC est par définition un groupe multidisciplinaire qui traite de la question du changement climatique. Donc, on a cette transdisciplinarité entre enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses, mais on a également le besoin d'avoir un échange avec les entreprises. Alors, ça a été un peu dit tout à l'heure, il y a véritablement un besoin, notamment vis-à-vis de ces nouveaux sujets, c'est-à-dire celui de l'IA et de la durabilité, est un sujet relativement nouveau, en tout cas dans le traitement par la société civile. Eh bien, les entreprises ont besoin d'informations, ont besoin de mieux connaître, de mieux comprendre. Et c'est justement, par exemple, nous, dans le cadre de notre institut, ce que l'on cherche à faire, c'est vraiment informer dans un premier temps et donner une information qui soit indépendante, objective et indépendante. C'est assez important. Ce que l'on n'aura pas, typiquement, avec un rapport qui est brandé par donc qui est marqué par le sceau d'une entreprise ou une autre. D'accord. Donc c'est vraiment l'avantage des instituts, et notamment ce que nous on essaye de faire, c'est mieux comprendre les pratiques des entreprises et diffuser au plus grand nombre ces pratiques-là. Peut-être avant de poursuivre, je rappelle aux participants que vous pouvez poser des questions, n'hésitez pas, les intervenants sont là pour ça, pour répondre à vos questions, échanger, faire des remarques, voilà. Ce qu'on se disait aussi en préparant, c'est qu'il faut bien avoir conscience du rôle de chacun. On parlait du temps long de la recherche, qui est parfois peut-être pas toujours pas compris, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas parfois pas très bien pris en compte dans le travail. Est-ce que ça aussi, c'est d'expliquer le rôle de chacun dans ses collaborations? Est-ce que c'est aussi important? Je sais pas qui veut se lancer. Oui, peut-être. Alors, en fait, c'est vrai que on va dire qu'il y a peut-être un déficit de
connaissance de ce que c'est vraiment la recherche au sein des entreprises. Alors ça dépend des entreprises. Il y en a qui ont, comme le disait Mathieu, il y en a qui ont largement l'habitude de travailler avec des chercheurs. Ça fait partie de leur fonctionnement désormais habituel. Mais disons qu'en France, on a encore une marge de progression dans ce registre. D'ailleurs, point peut-être intéressant à rappeler, c'est que les crédits impôt recherche, par exemple, c'est ouvert à des entreprises de toute taille. Dans tous les secteurs d'activité, c'est finalement, il y a des dispositifs qui sont finalement assez accessibles. Et ça peut être pour des recherches là aussi avec des ampleurs assez variées. On peut tout à fait avoir besoin de chercheurs pour répondre à des questions à court terme, de connaissances, d'exploration d'un phénomène, etc. Ça peut être beaucoup plus long, évidemment, mais voilà, juste pour situer effectivement ce lien, enfin ce fonctionnement de la recherche, il est finalement méconnu. Et donc il y a encore peut-être un travail à faire d'explication et de pédagogie auprès des entreprises. Alors c'est un peu aussi finalement ce que font les instituts au fur et à mesure qu'ils agissent finalement et qu'ils travaillent avec leurs partenaires, puisque les interactions qu'ils peuvent avoir avec les entreprises, les institutions publiques, les associations professionnelles aussi, parce qu'on en a peu parlé, mais en réalité elles font aussi partie des interlocuteurs privilégiés des instituts. Tout cela contribue à faire connaître et à expliquer notamment aussi que la recherche, c'est pas que de la connaissance. Ce qui est très important, c'est que en sciences de gestion, en management, quand on fait de la recherche, on a systématiquement, dans les résultats de nos travaux de recherche, une partie consacrée aux implications managériales. Et donc ça, c'est un premier pas vers les entreprises qu'elles peuvent saisir ou qu'on se doit nous aussi de leur apporter, de leur expliquer. Et ces implications managériales peuvent tout à fait servir de cadre de réflexion pour comment transmettre ou appliquer ces recommandations qui sont issues des travaux de recherche dans le cadre de l'entreprise ou même auprès de partenaires associatifs ou publics. Donc voilà, ça c'est important de bien avoir en tête que cette recherche en management, elle n'est pas elle n'est pas déconnectée, elle est au contraire systématiquement connectée au terrain. On a évoqué tout à l'heure les leviers que pouvaient utiliser les écoles pour se rapprocher des entreprises, mais comment est-ce qu'on incite aussi les entreprises à se tourner vers le monde académique et peut-être qu'est-ce qui les retient? Quels sont les freins en fait? Peut-être Mathieu sur cette question? Oui, je pense que les freins, comme disait Marie, en France, c'est pas forcément le pays où les universités et les écoles sont le plus interfacées avec les entreprises. Par exemple, si on se compare à la Suisse ou aux États-Unis, où vraiment il y a quand même beaucoup plus de liens directement entre les deux. Je pense qu'il y a sans doute une différence à faire, parce que je parle du point de vue d'une petite entreprise, donc qui a quand même un certain nombre qui a les mains assez libres dans les décisions qu'elle va prendre comparé aux plus grosses entreprises. C'est vrai que quand on est petit, on n'a pas forcément les moyens, les ressources d'entretenir beaucoup d'initiatives de recherche en même temps, encore moins de financer des chaires de recherche ou des instituts, de sponsoriser ce genre de choses. Donc on doit un petit peu se placer dans des structures existantes et voir un petit peu la place qu'on peut se faire. Donc après, on peut avoir d'autres arguments, comme par exemple apporter des données. C'est plutôt comme ça qu'on valorise. Donc ça, c'est plus des contraintes de petites entreprises. Pour les plus grosses entreprises qui peuvent avoir des programmes, je dirais, un peu plus transversaux, avec plus de moyens, plus de ressources pour aller derrière financer et entretenir cette recherche. Je pense que eux, c'est plus au niveau légal, propriété intellectuelle, parce que mine de rien, qui dit recherche, dit derrière publication, ou en tout cas, c'est plutôt là que l'université va trouver son intérêt. En plus potentiellement d'intérêt financier, mais il y a quand même ça qui est assez central dans la démarche de recherche scientifique.
Donc, est-ce que l'entreprise va pouvoir externaliser ses données, comment est-ce qu'il va faire? Donc, évidemment, il y a toujours des NDA qu'on peut signer, des contrats, mais il y a une certaine frilosité quand même. Moi, je vois dans le domaine de la finance, mais j'imagine aussi pour tout ce qui est sciences humaines, RGPD, derrière, on est quand même assez bien protégé. C'est une bonne chose, mais ça peut être un frein sur tous les échanges de données. On ne fait pas n'importe quoi non plus. Donc, et puis après, il y a aussi la connaissance. Donc, pour reprendre un petit peu ce que disait Marie, si c'est pas le réflexe de l'institution, d'une grande entreprise, derrière, ça impose une transition de commencer à externaliser la recherche, en tout cas la partager avec des spécialistes, des chercheurs et des chercheuses du monde académique. Donc, je pense qu'en France, au niveau financier, on a quand même beaucoup d'incitations dans un écosystème qui est très favorable. Donc, pour reprendre effectivement ce qu'on disait, les TESIFR, le crédit impôt recherche, le statut de jeune entreprise innovante, quand on est assez jeune et comme Valuco, qui permet d'avoir des incitations fiscales à se consacrer à la recherche. Mais je pense qu'il y a quand même en effet des enjeux culturels qui empêchent parfois certaines entreprises de pleinement se dédier à la recherche. Pour reprendre un petit peu ce que je disais, quand on est petit, il faut quand même trouver les ressources, même si on est prêt à partager, il faut être quand même assez attirant pour derrière pouvoir proposer des sujets de recherche. Et quand on est assez gros, c'est vrai que devoir partager et potentiellement aller jusqu'à une publication qui du coup va pas permettre de déposer derrière un brevet ou de la propriété intellectuelle dessus, ça peut être un frein. Je vois qu'il y a une question sur comment Valuco coopère avec l'Institut AI for Sustainability. Nous, en gros, alors moi-même, je suis pas un chercheur de métier, mais je fais de la recherche en interne chez Valuco. Donc, ce qu'on fait avec Dejan, dans un premier temps, donc on a coopéré sur un ouvrage, donc un livre Sustainability and Valuation and Sustainability, donc qui était vraiment centré. C'est un livre qui est centré autour du sujet de comment est-ce qu'on intègre la durabilité dans les valorisations d'entreprise. Donc, qui sont des sujets assez proches de ce que fait Valuco. Donc, Dejan m'avait proposé de collaborer donc, pour avoir un petit peu apporter une vue de marché, un petit peu plus concrète de praticiens sur l'ESG, la notation, qui sont vraiment les expertises de Valuco. Donc, pour le coup, ce n'était pas quelque chose qui était à l'initiative de Valuco. Et donc là, on a participé directement avec Dejan. Et ensuite, sur l'Institut AI for Sustainability, en tant que membre du comité de pilotage, on participe aux discussions des sujets, des questions qui vont être posées, des moyens qui vont être mis à disposition. Donc ça, c'est évidemment beaucoup guidé par Dejan. Donc, est-ce qu'on va faire un questionnaire, quel moyen on va utiliser? Mais on est impliqué en fait dans le choix des questions de l'Institut de manière assez générale. Et donc, quand le travail est lancé, on participe. Donc, à chaque fois, il y a un certain nombre de membres d'institutions, de chercheurs dans ce comité de pilotage. Et donc, quand on commence à chercher sur une question, on voit un petit peu qui est-ce qui va se mettre sur le sujet. Et donc, Valuco peut intervenir. Et donc, on a des sujets, surtout autour de l'intelligence artificielle, comment c'est adopté dans les entreprises. Et donc, parmi les questions qui vont intéresser Valuco, qui cherche plutôt à évaluer comment sont perçues les entreprises par les investisseurs, on va avoir des questions autour de est-ce que le fait qu'une entreprise déclare faire de l'intelligence artificielle va avoir tendance à améliorer la perception qu'en ont les investisseurs, à la détériorer? Est-ce que ça va dépendre d'autres facteurs? Donc, par exemple, est-ce qu'ils réussissent en effet à mettre en œuvre leur stratégie? Donc, il y a pas mal de sujets de données autour. Donc, ça fait partie des questions qu'on a listées comme étant intéressantes pour l'Institut. Et on va pouvoir travailler dessus en partageant des ressources de Valuco, des ressources de l'Institut et en mettant autour de la table potentiellement d'autres acteurs qui participent à l'Institut. J'espère que c'était à peu près clair. C'était très clair. Dejan, si vous voulez compléter, et puis aussi sur la question des freins, de la frilosité, en tout cas des entreprises, si vous voyez d'autres freins du point de vue des instituts. Non, très bien résumé par Mathieu, et comme il le dit, en fait, ce que l'Institut pour aussi répondre à la question qui a été posée par la participante ou participant, je ne sais plus.
En gros, pour prendre un exemple concret, si vous avez une problématique d'éthique et d'IA au sein de votre entreprise, comment traiter ces questions-là, et que vous voulez un peu savoir quels sont les moyens de le faire, il y a une manière de faire, c'est effectivement de s'informer, d'appeler les collègues, etc. Et puis une autre manière, nous on est passé effectivement par le biais du sondage. On est allé en fait prendre un panel assez large et on a posé tout un ensemble de questions, dont des questions sur la gouvernance de l'IA et de l'éthique. Sur ce genre de thème, une chercheuse, un chercheur peut utiliser les données pour produire un article et l'entreprise peut s'informer sur les pratiques de marché et surtout sur les bonnes pratiques. Donc c'est vraiment, de ce point de vue-là, la manière dont l'Institut collabore avec les entreprises, c'est aller vraiment chercher, ça c'est une véritable problématique que l'on retrouve beaucoup en recherche, c'est que toutes les questions de recherche ne sont pas des questions intéressantes du point de vue du monde réel. Donc l'idée de l'Institut, c'est que les questions que se posent les praticiennes et les praticiens soient aussi des thèmes de recherche pour les chercheuses et les chercheurs. Ça, c'est un élément important. Le blocage du point de vue des entreprises, alors Mathieu l'a mentionné. Il y a la première problématique qui est la problématique de la protection des données et qui est tout à fait légitime, c'est-à-dire que les entreprises, dans beaucoup de cas, quand il s'agit de données personnelles, n'ont pas la possibilité de le partager, s'ils n'ont pas l'accord des personnes qui leur ont fourni les données. Donc on a déjà cette problématique, nous en tant que chercheurs et chercheuses, ce qui nous intéresse, c'est effectivement travailler sur des données réelles, et non pas des données simulées. Donc, effectivement, on a déjà ce premier sujet-là. Après, on a le deuxième sujet qui est celui de l'idée selon laquelle, quand une entreprise fournit ses données, donc externe, en gros, fait sortir ses données de l'enceinte de ses murs, il y a un risque de piratage ou de copie ou de vol, en gros, d'utilisation par les concurrents, entre autres, des données. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est assez important de rappeler que les chercheuses, les chercheurs ont vraiment à cœur ces problématiques qui les concernent également. Nous, dans l'éthique de la recherche, on a évidemment comme rôle de protéger les données de ceux qui nous les ont fournies. On a également comme rôle de protéger les données personnelles. Donc, c'est des contraintes que les entreprises parfois ne perçoivent pas complètement, qu'elles ne comprennent pas forcément, qui est que les chercheuses et les chercheurs qui vont travailler sur vos données ont exactement les mêmes contraintes que vous, ont les mêmes obligations, et du point de vue de leur éthique, de leurs obligations, ils sont tenus aux mêmes obligations de confidentialité. Je pense que c'est important de rassurer les entreprises sur ce point. Puis un dernier point peut-être, c'est l'incompréhension, l'idée que selon les entreprises, les chercheuses et les chercheurs ne comprennent pas les contraintes du monde de l'entreprise. Et ça, il faut bien le comprendre. On a beaucoup de profils, énormément de profils chez nos enseignantes et nos enseignants, qui sont d'anciennes praticiens. Donc il faut comprendre que les chercheuses, les chercheurs ne sont pas, dans beaucoup de cas, de purs chercheurs ou pures chercheuses, ce sont aussi des personnes qui connaissent le monde de l'entreprise. Donc voilà, c'est des éléments qui sont des éléments bloquants, mais qu'il faut bien avoir en tête quand on veut travailler, quand on veut, comme le dit Mathieu, interfacer la recherche et l'entreprise. Si je reviens sur la notion même de valorisation qui est assez bien connue dans le monde des sciences dites dures, avec vraiment la notion de transfert et même de mise sur le marché, est-ce que pour la recherche en management, c'est un peu la prochaine étape à franchir pour avoir encore plus d'impact, Marie, peut-être sur cette question? Alors, c'est une question qui est un peu compliquée parce qu'effectivement, déjà dans l'imaginaire collectif, quand on parle de science et de recherche, la plupart des gens
pense aux sciences dures. Et donc, il y a déjà cette méconnaissance de ce que sont les sciences de gestion. Alors, même au-delà des sciences de gestion, on a dans nos écoles aussi des économistes, hein, je le rappelle, des sociologues. Il y a des profils quand même en sciences humaines et sociales en général qui dépassent le management. C'est vrai que ces sciences dures ont l'habitude d'être, on va dire, mise en valeur, visible et par les médias énormément. Donc, on va dire que les entreprises et le grand public ont l'habitude d'entendre parler de sciences dures. Sciences de gestion, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. On ne se représente pas vraiment facilement, concrètement, ce que c'est. Et donc, pour ce qui est du transfert de la connaissance et de la valorisation de cette connaissance en management, on a, on va dire, 3 grandes catégories de possibilités. La première, c'est d'apporter de la connaissance. Donc ça va être au sein des instituts, par exemple, le fait de pouvoir décrire sur un marché donné ce qui s'y passe, le comportement des consommateurs, les décisions des entreprises, comment elles fonctionnent, comment elles se comportent sur un marché donné. Ça, c'est, on va dire, du domaine de la connaissance descriptive. Donc on va, avec un travail de recherche donc rigoureux, pouvoir apporter aux entreprises, aux partenaires, de l'information. Alors, on peut le faire aussi auprès du grand public, mais là, on parle vraiment dans le cadre des instituts, effectivement, cette information envers les entreprises. Ça, c'est le premier étage de la fusée. Le deuxième étage, ça va être de pouvoir réfléchir à ces résultats et d'imaginer avec les entreprises ce qu'on peut faire de ces résultats, de ces données descriptives. Est-ce qu'elles peuvent être utiles pour peut-être aller un petit peu plus loin dans les décisions et aider les entreprises finalement à optimiser leurs choix et à faire des choix éclairés. Donc ça, c'est, on va dire, le deuxième étage, c'est-à-dire l'application, les applications possibles de ces données, cette connaissance. Et le dernier étage, c'est celui effectivement qui est beaucoup moins présent dans les écoles de management, qui est celui de la transformation d'essais. On va produire, alors soit des produits, soit des procédés, des nouveaux produits, des nouveaux procédés, mais pour ça c'est effectivement compliqué de le faire seul, sans s'associer avec d'autres disciplines. Alors peut-être qu'on va pouvoir se greffer, notamment c'est ce qui arrive parfois, avec d'autres profils de recherche, de chercheurs, donc notamment en sciences dures. Donc ça c'est un moyen de mixer et d'apporter une expertise particulière sur toute la partie aval de la commercialisation, notamment de la mise sur le marché d'un nouveau produit ou d'un nouveau procédé. Et puis il y a une autre possibilité qui est d'améliorer ce qui existe déjà. Et en cela, les chercheurs en management vont pouvoir réfléchir et aider, accompagner des entreprises sur l'amélioration de leurs pratiques, l'amélioration aussi de produits ou de services, réfléchir en s'appuyant encore une fois sur les résultats de la recherche. Donc, on va dire que c'est pas fréquent au sein des écoles de management de déposer des brevets, de commercialiser des produits, mais en revanche, il est fréquent que des équipes, par exemple de sciences dures, disent on aurait bien besoin d'avoir des chercheurs issus de la recherche en management pour nous épauler et nous accompagner dans cette mise sur le marché. Et puis, de la même façon, les équipes de recherche en management ont tout à fait les connaissances, les compétences, au contraire, pour améliorer, parce qu'ils ont l'habitude d'observer énormément les comportements des utilisateurs de ces produits, de ces services. Ça, c'est vraiment quelque chose de très courant en recherche en management. On observe des phénomènes chez les utilisateurs finaux, et donc on peut évidemment contribuer par de la recherche complémentaire à la réflexion pour l'amélioration de ces pratiques, de ces produits, de ces services ou de ces processus, de ces procédés.
En préparant la table ronde, c'est vrai que je me suis demandé quel exemple on pouvait donner de valorisation, ou en tout cas on va dire de modèle gagnant-gagnant sur ce modèle-là. Et c'est vrai que la seule chose que j'avais en tête, c'était un petit peu la spin-off en fait de l'EDEC qui a été valorisée à plus de 200 millions d'euros, si mes souvenirs sont bons. Est-ce que c'est un peu le meilleur scénario possible de vraiment valorisation de la recherche en management? Déiane, peut-être sur. Oui, bien sûr. En plus, ça tombe sur la finance. Effectivement, c'est tout à fait. L'institut de l'EDEC qui a monté le Smart Beta. Et qui a donc après commercialisé en fait l'indice et en a tiré bénéfice. Alors oui, c'est un exemple tout à fait viable, tout à fait intéressant de collaboration. Là, on est vraiment dans un type de collaboration très spécifique, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un objet très précis de recherche qu'on va développer pour aboutir à un produit. Alors nous, ce qu'on pense être une option aussi viable, et c'est ce qu'on essaye un peu de faire dans les instituts au sein de l'ESCA et aussi dans le nôtre, c'est vraiment avoir une approche plutôt long terme, c'est-à-dire moins focalisée sur un produit spécifique, mais plutôt une approche d'accompagnement sur la durée. Donc à nouveau, un exemple qu'on peut donner, on peut revenir effectivement sur l'ouvrage avec Mathieu. On a travaillé sur l'ouvrage ensemble, c'est-à-dire dans la production de l'ouvrage. Donc il y a vraiment eu un travail collectif entre entreprises et chercheuses et chercheurs sur un produit intellectuel qui par la suite va permettre à la fois à Mathieu, à la fois aux chercheuses et aux chercheurs, de valoriser ce travail intellectuel par le biais, évidemment, du conseil, c'est-à-dire que le livre propose des méthodologies qui vont permettre de fournir des conseils aux autres entreprises ou aux chercheurs de fournir des conseils aux entreprises. Donc on part vraiment pas d'un produit que l'on va vendre, mais on part vraiment d'un objet intellectuel qui va permettre de produire de la richesse, entre guillemets, pour les entreprises et les chercheuses et les chercheurs, par le biais, en l'occurrence, du conseil. Et c'est vraiment ça que nous, on va aller chercher, c'est plutôt des collaborations longues, plutôt qu'effectivement des collaborations forcément ciblées produits, qui posent aussi, dans le cas de l'EDEC, ça a été effectivement un véritable succès, mais on ne parle pas aussi de tous les cas où effectivement ce genre de collaboration orientée produit n'a pas fonctionné, qui reste quand même le cas le plus fréquent, du fait, alors on en a parlé tout à l'heure, des contraintes honnêtement qui sont tout à fait distinctes entre chercheuses, chercheurs et entreprises. Donc effectivement, on a un cas de figure qui fonctionne. Nous, on part sur un modèle légèrement différent, qui est vraiment focalisé non pas produit à envoyer au marché, mais plutôt focalisé production intellectuelle utile et valorisable du point de vue économique. Donc voilà, c'est effectivement un pari aussi, mais que l'on pense être, en tout cas qui a fonctionné sur l'ouvrage. On pense qu'il fonctionnera à nouveau sur les travaux de l'Institut, notamment le rapport sur lequel on travaille actuellement, qui est un rapport sur l'usage de l'IA et de la durabilité en entreprise en Europe. Je pense aussi à Mathieu sur cette problématique-là, si vous voulez compléter. Oui, tout à fait. Je pense que l'exemple de EDEC, c'est un bel exemple. Après, c'est pas totalement commensurable à une relation entre une entreprise, une grande entreprise, une entreprise préétablie avec un organisme de recherche.
dans le sens où effectivement on peut avoir des chercheurs qui, dans le cadre de leur activité, mais pas forcément en relation avec une entreprise, font une découverte, mettent au point une innovation, un concept qui a un potentiel commercialisable et qui vont pouvoir commencer justement à créer une entreprise, une activité autour de cette découverte, et donc créer une entreprise deep tech, pour utiliser le terme des startups, et ça arrive assez régulièrement, et du coup ça peut vraiment apporter des innovations de rupture qui sont fortes et extrêmement valorisables, avec à chaque fois un niveau de maturité de l'innovation qui va pouvoir croître d'abord en laboratoire en quelque sorte, et ensuite avec la commercialisation passer plus à l'échelle avec des prototypes concrets, industrialisables, et qui vont pouvoir effectivement être commercialisés. Donc c'est un petit peu plus l'histoire, il me semble, de ce qu'a pu faire l'EDEC. Et donc ça, en effet, c'est une manière de valoriser la recherche quand on a une bonne idée. Et à ce moment-là, c'est presque plus, je pense, l'université et les chercheurs et chercheuses qui, au bout d'un moment, vont devoir besoin de chercher des ressources et des compétences qu'on trouve plutôt en entreprise pour derrière aller le vendre et en faire un produit, pas seulement un concept. Mais après, ça, c'est pas la démarche qui va être utilisée par une grande entreprise qui a des ressources, des besoins, des données, et qui va essayer d'avoir le partenariat avec l'entreprise. Donc, je pense que voilà, ça fait pas tout. Ce mode de fonctionnement de dire voilà, on a des idées de recherche, on va voir ce qu'on peut en faire, ça fonctionne encore pour des petites entreprises, des startups comme Baluco. Quand on commence à être une ETI avec effectivement plus de process, d'équipes, de projets déjà construits, gérés en interne, voilà, c'est d'autres fonctionnements qu'il faut mettre en place. Et à côté, donc effectivement du partage de données avec une certaine robustesse au niveau de la propriété intellectuelle. C'est vrai qu'avec la différence entre sciences dures et sciences de management, c'est je pense la notion de brevet qui rassure énormément les entreprises, leurs actionnaires et la plupart des parties prenantes, qui est beaucoup moins présente parce que voilà, on peut avoir de la propriété intellectuelle, de droits d'auteur. C'est pas quelque chose qui va permettre à une entreprise de dire tu utilises la même méthodologie que moi, arrête, tu n'as pas le droit, c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Ça n'existe pas sur des algorithmes, sur des bases de données, sur des concepts, sur des innovations d'usage. Ce côté-là, c'est beaucoup plus compliqué, et ça varie beaucoup entre les pays. On peut vaguement protéger des bases de données en France, mais c'est aussi quelque chose qui fait assez peur quand on est une entreprise, qu'on a déjà beaucoup d'actifs, de se dire voilà, je vais faire de la recherche avec quelqu'un externe, il va faire une publication, donc moi derrière, ça va atténuer ma propriété intellectuelle dessus. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. Et alors que si l'entreprise est créée d'entrée sur l'innovation, comme une entreprise deep tech, à ce moment-là, il y a quand même beaucoup plus de sérénité déjà, parce que l'entreprise est plus petite et il y a le temps de réfléchir à comment l'internaliser, puisque l'entreprise est vraiment fondée dessus. Donc je dirais qu'en effet, les entreprises deep tech, c'est quelque chose qui est très soutenu en France, en Europe, donc beaucoup de financement, beaucoup de temps, beaucoup de jus de cerveau, et je pense que ils apportent des innovations qui sont énormes et que ne pourraient pas forcément se permettre des grosses entreprises, mais que voilà, c'est pas forcément le modèle qui permettra de propager à très grande échelle la recherche et la collaboration université grande entreprise. Sur cette question des moyens, en tout cas mis à disposition de la valorisation, est-ce que c'est aussi un levier à activer, et comment est-ce qu'on va chercher des ressources supplémentaires pour mettre en avant cette recherche, Marie? Alors, je mentionnais au début de ce webinaire le fait qu'on a le plus souvent des contrats de recherche, enfin des partenariats contractuels bilatéraux, c'est-à-dire que on va mettre en place un partenariat entre une entreprise et l'institut, ILESCA en l'occurrence, mais disons que ça c'est relativement facile à mettre en œuvre. Ça peut être c'est pas forcément des partenariats financiers. On peut avoir une contrepartie financière, mais c'est pas systématique. Ça peut être des partenariats qui portent sur une coopération pour faire ensemble quelque chose, produire quelque chose. Donc ça peut être par exemple une formation
Par exemple, l'Institut Transport et Mobilité Durable a mis en place un badge, une certification manager de la distribution et des services automobiles. Eh bien, ce badge, c'est clairement un partenariat qui s'appuie sur, enfin, qui est avec, en collaboration avec l'ANFA, l'Association nationale de la formation automobile. Et également l'OPCO, qui est en fait l'organisme chargé des compétences dans les métiers de l'automobile. Eh bien, ce partenariat va permettre de déployer, de développer une formation pour les professionnels. Donc là, voilà, c'est les connaissances de la recherche qui se transforment finalement en quelque chose de certifiant pour des professionnels qui vont vouloir évoluer dans leur carrière. Alors ça s'appuie vraiment sur une expertise de longue date dans le domaine de la distribution automobile, puisque à l'ESCA auparavant on avait une chaire de la distribution automobile qui s'est transformée en institut. Donc il y a vraiment une expertise forte dans ce domaine, et là typiquement c'est un exemple de ce que l'on peut faire pour voilà, ce que disait Diane, dans le temps long, développer des partenariats pérennes. Alors donc il y a ces partenariats un peu bilatéraux, et puis on peut avoir aussi des partenariats avec plusieurs partenaires, avec un point important aussi, c'est que la recherche permet quelque chose qui n'est pas toujours accessible aux entreprises, et notamment aux petites entreprises, qui est d'accéder à des terrains, à des données à l'international. Et pourquoi ? Parce qu'on a des partenaires universitaires, académiques dans beaucoup de pays. C'est là aussi un peu l'ADN des écoles de management. Et très concrètement, par exemple, on est en train de travailler dans au sein de l'Institut de la mode éthique à mettre en place justement un accord avec des universités, alors dans 7 pays différents, pour vraiment aller regarder la mode éthique dans tous ces pays. Et ça, c'est des informations qui pourront être totalement utiles pour les entreprises du secteur en France, qui ont besoin de données, parce que la mode éthique typiquement c'est un marché qui est encore enfin en devenir, c'est un marché qui est assez récent et pour lequel finalement il y a peu encore d'informations fiables, rigoureuses, qui puissent être utilisées par les professionnels. Donc voilà, donc alors comment, parce que votre question finalement c'est comment récupérer des financements. Donc il y a effectivement voilà ces accords avec les entreprises sur des points assez précis. Finalement c'est voilà des contrats qu'on passe pour travailler sur des points précis qui les préoccupent. Et puis évidemment, on a aussi les dispositifs habituels de financement régionaux, nationaux, européens, qui vont venir aussi irriguer les instituts. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on met en place assez fréquemment. Voilà, il y a une expertise qui se développe au fil des années. On a des chercheurs qui sont extrêmement régulièrement engagés dans ce type de dispositif, donc ANR ou dispositif Horizon par exemple. Donc voilà, ça ce sont d'autres moyens finalement de financer, mais là aussi les entreprises peuvent être associées. Par exemple, il existe des dispositifs européens où on peut venir en tant qu'institution académique avec d'autres partenaires académiques, par exemple dans d'autres pays, et puis on peut aussi y adjoindre des entreprises qui font partie voilà du projet de recherche, et qui d'ailleurs parfois c'est même la condition pour obtenir un financement, il faut qu'il y ait des entreprises rattachées au projet. Donc vous voyez qu'il y a vraiment tout un écosystème qui existe, et la vocation des instituts, c'est vraiment de déployer et d'utiliser tout cet écosystème de façon complémentaire pour, encore une fois, je reviens à ce qu'on disait au début, rendre visible la recherche, mais aussi faire en sorte qu'elle soit appliquée. Et ça, c'est peut-être un point finalement assez central dans toute cette démarche, qui est que lorsqu'on est chercheur, rendre sa recherche utile,
c'est quelque part une satisfaction forte. Ça donne un sens aussi à sa recherche. C'est-à-dire que voilà, auparavant, disons qu'on pouvait faire de la recherche qui était lue par les pairs, donc l'environnement académique proche. Ça peut être un environnement évidemment international, mais là, il y a une forme de satisfaction importante dans le travail des instituts et dans ces collaboration avec les entreprises, puisque voilà, ça rend tangible ce sur quoi on travaille depuis des années, ce sur quoi on réfléchit depuis des années, et ça c'est très intéressant parce qu'il y a vraiment voilà, cet aller-retour. Voilà. Alors voilà, c'est des petits pas, on va dire au niveau financier. Voilà, on construit brique par brique, et puis ça prend de l'ampleur au bout d'un moment, et puis voilà, il y a une expertise qui devient connue. Des événements comme aujourd'hui, ne serait-ce que de parler de ce que c'est la recherche, de comment fonctionne la recherche, de l'utilité que ça peut avoir auprès des entreprises, ça contribue aussi quelque part à démocratiser cette recherche, à la désacraliser et à peut-être, en tout cas on l'espère, distiller l'idée que voilà, il faut venir nous voir, il faut venir nous parler, nous demander, on est là pour ça et au service des entreprises parce que c'est le sens premier de la recherche en management. Justement, sur cette question d'utilité, est-ce que parfois c'est difficile à concilier en fait l'innovation au sens vraiment recherche, nouveaux objets, etc., mais aussi avec cette injonction un petit peu de publier dans des revues académiques bien classées. Enfin voilà, il y a aussi tout ce travail-là dont on n'a pas trop parlé pour l'instant, mais est-ce que parfois c'est difficile à concilier ces deux notions ? C'est tout à fait complexe à concilier. Pour dire les choses simplement, alors en économie, en finance par exemple, produire un article de recherche de qualité qui sera bien publié prend en moyenne 2 ans. On peut aller plus loin, mais vraiment entre le démarrage et en gros avoir un début de produit fini, on a 2 ans de délai. Avec un engagement, cela demande un engagement assez important. Le temps de la recherche et le temps de l'entreprise sont 2 temps différents. Alors c'est peut-être un des obstacles dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais on a dans beaucoup de cas des entreprises qui vont aller chercher des résultats assez immédiats, assez court terme, ce qui est tout à fait logique, vu que leurs contraintes sont à court terme, à concilier avec de la recherche qui est par essence un objet à long terme. Donc c'est pas évident. Néanmoins, ce qu'il faut dire, c'est que la recherche, en fait, ce qui est en train de se passer, un phénomène que l'on observe, c'est que la recherche, là je parle de sciences de gestion, économie, est aujourd'hui en train de changer aussi de paradigme, c'est-à-dire en train de comprendre que son utilité sociale passe par une recherche utile, une recherche qui est produite dans un délai plus court, et on voit émerger de plus en plus des revues. Alors je peux vous citer le cas de Business Horizons, par exemple, qui est une revue en management assez connue, qui produit des papiers courts assez rapidement produits finalement, et qui ont pour objet de servir d'objet intellectuel, mais également d'objet de recherche. Et on a par exemple nous, je travaille actuellement comme un rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Bankers Market Investors, qui a également comme objectif de produire de la recherche qui colle aux attentes des praticiens, tout en étant des objets qui sont intellectuellement et académiquement viables. Donc, c'est pas évident, mais je pense que la direction que prend aujourd'hui le monde de la recherche en sciences de gestion, particulièrement en économie, est tendre vers réellement une production intellectuelle qui soit plus utile, plus directement utilisable par les praticiens, les praticiennes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer. Je dois aussi, pour revenir sur quelque chose qu'a dit Marie, qui parle notamment des financements.
Alors, il faut vraiment qu'on profite aussi de cette occasion pour remercier les organismes de financement public qui poussent vraiment ces collaborations entre la recherche et le monde de l'entreprise, et également les organismes publics français et l'Union européenne, notamment la Commission, qui fait un travail incroyable, il faut le préciser, de vraiment permettre ces synergies, ce travail commun, notamment par des financements, également par du soutien technique. Donc, je pense que c'est aussi important, voilà, de remercier, de reconnaître le travail des organismes publics de ce point de vue-là, vraiment motiver, pousser les chercheuses, les chercheurs à aller travailler avec des entreprises. Et comme l'a dit Marie, notamment par le biais de ces consortiums, c'est-à-dire que vous allez présenter un projet à la Commission ou à l'État, et puis obtenir des financements sur la base d'un consortium qui est composé d'entreprises et d'institutions d'enseignement supérieur. Et si vous avez un bel équilibre, vous avez plus de chances, en temps normal, d'obtenir des financements. Donc ça, c'est vraiment, ça, on doit le dire, l'État et la Commission et l'Union européenne font un travail vraiment formidable de ce point de vue-là. Très bien. S'il n'y a toujours pas de questions de la salle, je vous propose un dernier tour de table. Donc, comme vous le savez, les journées de Think Éducation et Recherche sont tournées autour de la notion de performance. Peut-être pour conclure, selon vous, quand est-ce qu'on peut dire qu'un partenariat académique-entreprise est performant? Mathieu, je vous laisse commencer ce tour de table. Alors, je pense, pour revenir sur la notion qu'a évoquée Deyane, en effet, de temporalité entreprise contre temporalité académique, je suis tout à fait d'accord. En effet, on est toujours très pressé en entreprise d'avoir un résultat, quelque chose à présenter. Mais c'est vrai que quelque part, je pense que le monde académique peut aussi pousser à la vertu, dans le sens où l'idée quand même de publier, et notamment de publier dans des revues à comité de lecture, c'est d'avoir quand même une preuve de rigueur, une crédibilité, une légitimité derrière la recherche qu'on n'a pas forcément en disant juste nous, voilà, en tant qu'entreprise, on a fait de la recherche avec nous, pour nous en interne, qui nous a donné ce résultat ou cet algorithme. Je pense que c'est particulièrement vrai pour les startups où du coup on commence avec absolument rien. Donc du coup, pour créer une crédibilité, il faut quand même trouver des éléments de voilà, on a trouvé des clients, on a convaincu des gens, mais aussi pouvoir dire qu'on a une légitimité scientifique parce qu'on a réussi à publier, et donc souvent avec l'aide d'académiques dans des revues qui ont confirmé notre démarche. C'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Donc le côté performance, puisque c'est la question, je pense que performance du côté de l'entreprise, c'est réussir à avoir des résultats qui sont valorisables, qui ajoutent de la crédibilité à la démarche, qui ont une application qui va pouvoir trouver en fait une réalisation économique, qui va pouvoir s'inscrire dans un produit, dans une offre, dans un service, et qui va pouvoir le faire dans des délais acceptables entre guillemets pour l'entreprise, qui sont plus longs à mesure que l'entreprise est plus grosse, puisqu'ils ont plus de stabilité. Et puis après, il y a aussi tout le côté, comme je disais, nous en tant qu'entreprise, évidemment, on cherche à développer des offres et à valoriser au maximum les données qu'on va chercher, mais aussi à apporter notre pierre à l'édifice, à l'état de l'art, à toute la recherche bouillonnante qui est faite ces dernières années sur tous les sujets de durabilité en finance. Et donc le fait de pouvoir publier dans de bonnes revues, et déjà publier dans des revues à comité de lecture, c'est aussi une belle réalisation pour nous. Donc voilà, peut-on dire qu'un partenariat académique entreprise est performant? Je pense que pour nous ça l'est. Ça nous apporte vraiment des éléments qu'on n'aurait pas eu tout seul, du recul, de l'expertise, du savoir-faire sur le monde académique et sur l'état de l'art de la recherche en management en général. Et j'espère qu'on apporte aussi un petit peu aux chercheurs et aux chercheuses avec qui on travaille, notamment par le biais de nos questions,
notre rapport direct avec les praticiens et les données qu'on met en jeu, qu'on cherche à partager et à valoriser. Déiane a l'air d'acquiescer, donc ça va. Si vous voulez, je peux faire une conclusion là-dessus et puis laisser Marie le mot de la fin. Non, je suis tout à fait en ligne avec ce que vient de dire Mathieu. Et en réalité, pour répondre simplement, une collaboration performante, c'est une collaboration qui permet de produire de la bonne recherche, comme le dit Mathieu, rigoureuse du point de vue méthodologique, et une recherche utile, utile pour l'entreprise, à mon sens aussi utile pour la société civile. C'est vraiment les trois composantes de la performance qui, à mon sens, sont très importantes dans ces partenariats, c'est-à-dire que la recherche soit bien faite, que l'entreprise y trouve une valeur ajoutée et que la société aussi, dans son ensemble, y trouve une valeur ajoutée. Donc, Mathieu a très bien résumé effectivement ces éléments-là. Et donc, on va continuer dans ce sens, en espérant, évidemment, davantage encore de succès. Marie, c'est à vous. Oui, complètement d'accord, évidemment, avec ce qui vient d'être dit par Mathieu et Déiane. Pour rebondir sur ce qu'a dit Mathieu, on apporte nos questions du point de vue de l'entreprise. Moi, je pense un point peut-être important aussi dans cette relation entreprise et recherche, c'est le souffle, en fait, qu'apporte une telle relation, c'est-à-dire que on a deux entités qui sont finalement dans des dimensions qu'on pourrait penser opposées, mais en fait, quand on les met ensemble, il y a une émulation qui est extrêmement intéressante, puisque l'entreprise, avec ces questions justement, va apporter un angle aux chercheurs et aux chercheuses, une vision des choses auxquelles peut-être ils n'auraient pas forcément été confrontés dans leur recherche au gré des lectures académiques. Donc c'est vraiment, ça vient finalement soit conforter une vision, soit au contraire la mettre en balance, la challenger, si on peut utiliser cet anglicisme. Et puis donc ce souffle, il est en retour aussi, c'est-à-dire que finalement les chercheurs vont pouvoir auprès de l'entreprise cadrer, structurer des problématiques, des questions, et donc c'est cette interaction qui me semble vraiment très très importante. Et peut-être pour aller au bout de cette performance, ce qui est très intéressant, c'est quand la relation dure, quand elle s'étend au fil des années et qu'elle vient finalement alimenter un cercle vertueux de fonctionnement de la recherche qui va des questions initiales qu'on peut se poser en recherche, donc alimentées par les entreprises, de la mise en œuvre de la recherche, comme le disait Déiane, de façon rigoureuse, méthodique, voilà, classiquement, la méthode de recherche, et puis les applications qui en découlent, qui peuvent être effectivement, donc on l'a déjà dit, de la connaissance, un accompagnement aux réflexions, du conseil, et puis aussi on ferme la boucle avec ces expériences d'interaction entreprise-recherche qui viennent finalement nourrir aussi quelque chose dont on n'a pas trop parlé, mais qui est aussi très important, qui est la pédagogie et l'enseignement. Et en fait, voilà, on fait le cercle complet et finalement, cette recherche, elle a son aboutissement dans la société civile et son aboutissement aussi en retour en pédagogie et dans les cours. Nos chercheurs utilisent leur recherche très fréquemment au sein de leurs cours. Ils sont les experts sur leur sujet. Ils auraient tort de s'en priver, au contraire, et nos étudiants bénéficient au premier plan de ces expertises. Et cela, c'est vraiment extrêmement intéressant pour eux.
Merci beaucoup, merci à tous les trois pour ces échanges très intéressants. Je vous annonce que donc la suite du programme c'est jeudi 8 février donc en présentiel. On espère vous croiser nombreux à Sorbonne Université. Merci Aleska pour ce webinaire et puis à très bientôt en replay ou en vrai. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Une belle journée. Merci.